à tous, je suis ravie d'être présente aujourd'hui. C'est pas facile de passer en dernière puisqu'il y a pas mal de points qui ont déjà été abordés, à la fois sur le label bas carbone et sur la structuration des projets carbone et les différents intervenants qu'on avait à l'échelle nationale. Donc moi, l'objectif est que je puisse vous apporter un point de vue un peu plus pratique, opérationnel, puisque du coup, au quotidien, à la coopérative Carbone, je suis donc chargée de recherche de financement, c'est-à-dire que mon rôle est de venir trouver les contributeurs au projet Label Bas Carbone, à la fois sur des projets agricoles et des projets dans le cadre du label Bas Carbone ou boisement. Donc, deux mots rapides sur la coopérative Carbone. Donc, on est issu d'une démarche de territoire. On est une SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. Et donc, on intervient sur toute la chaîne du carbone. Au-delà des projets de contribution carbone qu'on accompagne, on intervient sur différentes phases auprès des acteurs du territoire, des entreprises, collectivités et citoyens, sur des phases de compréhension des enjeux énergie-climat, de mesures avec la réalisation de bilans carbone et ensuite accompagnement à des stratégies de réduction d'émissions. Je vous le présente puisque ça a un intérêt tout particulier dans les projets de contribution carbone qu'on accompagne, puisque les entreprises qu'on retrouve, qu'on accompagne à la réalisation de bilans carbone. Donc aujourd'hui, pour rappel, en France, en 2024, toutes les entreprises de plus de 500 salariés doivent réaliser leur bilan carbone sur les différents scopes. Et donc ces entreprises qu'on accompagne à la mesure, donc pour formaliser une stratégie climat, commencer à mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre, et ce sont des entreprises que l'on retrouve aussi dans des stratégies de contribution carbone, des entreprises qui en fait achètent des crédits carbone. Alors, donc ça a déjà été un petit peu présenté. Donc le rôle d'intermédiaire, décidément. Oui, est-ce que vous pouvez retourner en avant? Non. Non, du coup là vous êtes dans le mauvais sens. Voilà. Ah bah non, Ok. Du coup, le rôle de la coopérative carbone, donc c'est le rôle d'intermédiaire mandataire. Donc le mandataire, vous l'avez compris, c'est celui qui gère les relations donc avec l'ADREAL dans le cadre du label bas carbone, c'est-à-dire qu'il va instruire le projet, le construire, enfin, déposer le dossier, faire en sorte qu'il puisse être labellisé et in fine, à 5 ans, organiser l'audit. Sur la commercialisation des projets carbone, donc il y a aussi le rôle de faire le lien entre les porteurs de projets et les financeurs, qui peuvent être à la fois des TPE, PME, des grandes entreprises, des collectivités et des citoyens. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que sur le marché des opérateurs, des intermédiaires, sur le marché des labels bas carbone, certains vont juste jouer le rôle d'intermédiaire et d'autres vont jouer le rôle d'intermédiaire mandataire. Donc, ils vont avoir un rôle un petit peu plus large sur ces projets-là, mais on a tout type d'opérateurs. Alors, bon, là aussi, hein, il y a déjà eu une belle introduction. Je vais juste voilà, rappeler qu'on intervient bien dans un marché qui est volontaire. Nos entreprises contributrices n'ont aucune obligation de venir intervenir sur le marché volontaire. Voilà. Alors, pourquoi une entreprise est aujourd'hui contributrice?
La contribution carbone, elle s'ancre dans la stratégie climat d'une entreprise. Donc là, c'est le rapport, le référentiel de la Net Zero Initiative, auquel donc a été rédigé par le cabinet Carbone 4 et soutenu par l'ADEME, qui dresse un référentiel pour les entreprises qui souhaiteraient mettre en place leur stratégie climat. Une entreprise qui souhaite commencer à réfléchir sur la stratégie climat, donc elle va devoir s'intéresser à plusieurs piliers qui sont segmentés en pilier A, pilier B et pilier C. Pilier A, l'entreprise doit d'abord donc réduire ses émissions. Pilier B, faire en sorte à d'autres de réduire en proposant des services et des produits décarbonés. Et enfin, et c'est ce qui nous intéresse notamment avec l'exemple de la forêt, elle doit donc participer à l'augmentation des puits de carbone. Ce qui est bien justifié ici et précisé dans ce référentiel, et notamment je vous invite donc il y a un rapport de juillet dernier qui se réfère justement à ce pilier C, donc d'augmentation des puits de carbone. Et ce qui dit bien, c'est en tant qu'émettrice de gaz à effet de serre, une entreprise doit participer à un juste niveau à l'augmentation des puits de carbone. Et cette notion de juste niveau, c'est ce qu'on essaye de pousser auprès de nos entreprises, puisqu'il ne s'agit pas, vous l'avez bien vu, que j'utilise pas le terme de compensation, mais bien contribution à l'augmentation des puits de carbone. Donc, pilier, on intervient sur le bilan carbone et après, donc, contribution carbone, pilier C. Alors justement, quel est ce niveau de contribution carbone? Quel est ce juste niveau? On a eu un petit peu la question tout à l'heure avec la personne de l'Université de Bordeaux, si je ne me trompe pas. Donc je suis une entreprise et j'ai fait un bilan carbone. Je sais mon niveau, quel est mon impact carbone et à quel niveau je dois venir participer à l'augmentation des puits de carbone. Ce que nous dit le référentiel, et finalement c'est dans un idéal, une stratégie un peu idéale, c'est de venir aligner sa stratégie de séquestration carbone à hauteur de ses émissions. En lien notamment avec les trajectoires nationales d'atténuation du changement climatique. Concrètement, si on se place à l'échelle nationale, qu'est-ce que ça donnerait? J'ai un bilan carbone de 80 000 tonnes en 2024. J'ai mis en place une trajectoire de réduction. Et donc, j'arrive à réduire, on va dire, de 4% par an. Donc, je me réfère au scénario de la stratégie nationale bas carbone, c'est-à-dire qu'en 2024, je devrais contribuer à hauteur de 10%. Donc 800 000 tonnes de CO2 séquestrées. Donc je vais acheter 8 000 tonnes de CO2 séquestrées. Donc voilà. Et faire évoluer ce niveau d'engagement dans le temps pour arriver en 2050 à un équilibrage entre mes émissions et mes séquestrations. Ça, c'est un peu le tableau idéal. Et pour compléter donc sur la stratégie climatique, on peut voir et on peut attendre une présence de la participation à des projets de séquestration, notamment donc avec la CSRD qui va commencer à s'appliquer pour nos entreprises. Notamment donc en 2026 sur l'exercice 2025 et qui va imposer des obligations de communication par rapport à ces projets de séquestration. Donc les entreprises seront tenues de communiquer sur les crédits carbone qu'elles achèteront dans leur chaîne de valeur et hors chaîne de valeur, avec certains éléments sur les critères qualitatifs de sélection des projets, la localisation des projets et aussi justifier que cette stratégie d'achat des crédits carbone ne remplace pas la stratégie de réduction. Donc c'est bien le cadre qui va nous être imposé.
Et donc donc, quels critères de choix pour les contributeurs? Euh, les critères de choix, il y a trois critères de choix qui sont principalement évoqués. Donc, quand même, le prix à la tonne, la localisation des projets et l'éco-bénéfice. Ça, c'est pas moi qui l'ai identifié, hein, c'est issu du même rapport qui a été mentionné par Simon tout à l'heure. Et donc, ce qu'on voit, donc ça, c'est les crédits carbone qui ont été commercialisés par les opérateurs français. C'est-à-dire que les acheteurs ne sont pas uniquement français, mais bien internationaux. Ce qu'on voit, c'est quand même une importance du prix du crédit carbone. Pour autant, et c'est ce qu'on constate aussi quand on est au contact direct des financeurs, c'est qu'il y a d'autres critères qui commencent à rentrer en jeu, notamment la localisation du projet. Avec une volonté de venir contribuer à des projets français, et j'irai même plus loin puisqu'on a une, une part assez importante des financeurs qui veulent participer à un projet de séquestration qui est au plus proche de leur site, au plus proche de là où habitent les salariés et au plus proche de là où sont implantées les entreprises. Cette proximité et ancrage territorial, c'est une demande qui ressort de plus en plus de nos financeurs. Également sur la présence aussi de co-bénéfices. Et on peut imaginer un peu une montée en puissance de ces critères-là. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, c'est que donc le label bas carbone, donc ça c'est les chiffres les chiffres d'activité de 2022. Aujourd'hui, le volume de crédit carbone commercialisé, donc issu du label bas carbone, ne représente que 2%. Donc on a sur ce critère de choix de la localisation peut-être une marge de manœuvre assez importante pour développer ce marché. Au-delà du carbone, ben, les entreprises, c'est pas le cas de toutes les entreprises, mais on a pas mal de financeurs qui cherchent à aller au-delà juste du chiffre carbone. Qui s'intéressent donc à des projets qui font sens dans le territoire et qui permettent d'adapter à un territoire particulier et répondent éventuellement à des enjeux de territoire. Par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, au nord de la région, on est sur des territoires qui sont particulièrement sous-boisés, sur lesquels il y a de gros enjeux. Donc ça, c'est des attentes des financeurs. Des projets qui peuvent participer à la production de matières premières et qui donc feront en sorte que demain on puisse continuer à produire sur nos sols et à produire, on va dire, des matériaux qui nous permettront également de décarboner. Qui ont un impact social, à la fois pour améliorer le cadre de vie, mais aussi qui font participer les communautés locales, donc à la fois les entreprises. Parfois, c'est peut être l'occasion de faire appel à des chantiers d'insertion, à faire appel, participer les habitants, les salariés. Donc l'aspect social est aussi considéré. Et puis enfin, qui considère les critères biodiversité, eau. Et ça, c'est notamment aussi en lien avec la montée en puissance de l'enjeu biodiversité dans les entreprises. Donc, au-delà de la stratégie, au-delà de la stratégie climat, la contribution carbone finalement s'intègre dans dans la stratégie RSE des entreprises. Pas mal d'entreprises se posent la question de leur. On travaillait et travaillent actuellement à la redéfinition de leur mission dans la société, avec une responsabilité non plus pour l'entreprise et les parties prenantes, mais élargie à un territoire aux communautés. Et finalement, la contribution et les projets de contribution qu'on essaye de pousser permettent de répondre à ces enjeux-là. Donc il en va
d'une stratégie donc, climatique, de comptabilité carbone et d'atténuation du dérèglement climatique. Également d'implication pour les salariés. On a pas mal d'entreprises qui viennent par exemple financer des projets forestiers, qui souhaitent venir voir le projet forestier, organiser par exemple un moment convivial avec les salariés pour sensibiliser aux enjeux de la forêt. Et donc ça donne lieu à des moments de sensibilisation autour de la stratégie RSE de l'entreprise. Ça permet également de répondre à des attentes des clients. Je ne l'ai pas forcément évoqué, mais parce que j'ai oublié, mais du coup, pour certaines entreprises, la participation à des projets label bas carbone, ça peut être aussi un moyen de décarboner le scope 3 de leur bilan carbone. Donc, par exemple, une entreprise agroalimentaire va consulter toute sa filière, remonter toute sa filière pour pouvoir, en accompagnant des projets, par exemple label bas carbone grande culture, bah, finalement accompagner ces agriculteurs-là, mais en même temps bah, réduire leur bilan carbone au niveau du scope 3. Donc ça, c'est un levier assez important, notamment sur la commercialisation des projets label bas carbone agricoles. Et je compléterai enfin en disant que ben, pour pas mal d'entreprises, il y a quand même des enjeux de communication. Montrer que ben, on ouvre la voie, on s'intéresse au territoire et donc c'est un peu des enjeux aussi d'exemplarité. Quand on va vendre un projet de contribution, il y a tous ces aspects-là qui rentrent en jeu. On ne parle pas uniquement d'un prix à la tonne et d'un tonnage carbone, mais bien d'un projet à part entière RSE. Sur le niveau de confiance des financeurs sur le marché, alors on voit qu'au niveau, donc, du marché carbone volontaire, dans sa globalité, au-delà du label bas carbone, donc là c'est le point de vue des opérateurs de contribution hein, qui ressentaient un niveau assez bas de confiance dans le marché. Ça a déjà été évoqué, c'est notamment donc, en lien avec le scandale des émissions évitées des projets forestiers à l'international de l'année 2023. Et c'est aussi lié à des pratiques d'entreprise hein, qui étaient souvent apparentées à du greenwashing et vraiment une logique de contribution. Sur le marché label bas carbone, on a des opérateurs de contribution qui considèrent que le dispositif est, on va dire, suffisamment et plutôt adapté. Avec plutôt quelques perspectives de levier d'amélioration du niveau de confiance. Et là, c'est pas issu du rapport, mais c'est plus des observations d'opérateurs du marché. Il risque d'avoir plusieurs clés. Déjà, on l'a évoqué, une recherche systématique de co-bénéfices et de proximité. Ensuite, en tant qu'opérateur, il y a un enjeu pour augmenter la confiance dans ce marché. C'est proposer des projets qui, d'un point de vue ambition climatique et d'un point de vue qualitatif, soit suffisant pour répondre aux enjeux et ne soit pas juste une revalorisation de l'existant. Ensuite, enjeu plus de transparence et d'éthique sur ces marchés-là. On est sur un marché quand même en structuration sur lequel il y a pas mal de nouveaux interlocuteurs et d'opérateurs hein, qui se sont positionnés. Le tout est d'éviter que ces projets soient finalement un moyen ou plutôt
profite aux intermédiaires et que le financement soit bien là pour rémunérer les porteurs de projets. Donc dans la transparence qu'on a en tant qu'opérateur, à la fois sur le financement et sur les projets, on se doit d'être transparent et suffisamment éthique dans notre approche pour s'assurer qu'on profite bien au projet. Et puis enfin, un levier finalement de confiance sur ce marché-là, c'est aussi les financeurs qu'on va trouver. Puisque effectivement, si on se retrouve avec des entreprises qui investissent dans des projets de séquestration sans pour autant prendre la mesure des leviers, de leur réduction, de ce qu'il y a à faire en termes de réduction, on aura toujours une réticence de pas mal de citoyens et opérateurs sur ce marché-là. Donc faire en sorte que ce marché puisse être, on va dire, nous apporte une plus-value réelle, c'est faire en sorte aussi qu'il y ait un engagement et donc un engagement à la réduction de ces entreprises qui financent. Et je crois que j'avais... Merci beaucoup, Solène.